Lorsqu'en 1907, le menuisier Abel Rossignol crée à Voiron sa petite usine de pièces de bois pour métier à tisser, il ne s'imagine pas que son nom deviendra celui de la première marque de ski au monde. À cette époque, les militaires sont les seuls à pratiquer le ski. Abel Rossignol coopère avec eux et leur fournit des skis en bois massif. Il s'inspire des modèles norvégiens. Il ira même en Norvège pour étudier leur méthode de fabrication. Le secret, ce sont des planches de frêne massif. Le frêne est le matériau le mieux adapté. Son élasticité autorise la flexibilité des extrémités. Le bois est une matière première abondante et bon marché dans la région. C'est pourquoi un menuisier, par sa maîtrise du travail du bois, devient le premier fabricant de skis en France. Les skis Rossignol équipent les coureurs des premières compétitions qui se déroulent à Chamonix en 1908. Ces modèles étonnamment précoces vont gagner dès 1909 le prix de fabrication du Touring Club de France, le premier prix d'une longue série sur les podiums des Coupes du Monde et des Jeux Olympiques. S'inspirant d'une technique connue en ébénisterie, Abel Rossignol, qui avait le génie de l'invention, met au point le ski contre-collé. Le principe est de fendre dans la longueur une planche de bois en 4 lamelles et les recoller 2 par 2 pour faire une paire de skis qui ne se déforme pas. Il dépose le brevet en 1939. Ce sera le fameux Olympique 41. Grâce à l'Olympique 41, l'usine de Voiron va augmenter sa production de quelques centaines de paires fabriquées en 1939 à plusieurs milliers de paires 10 ans plus tard. Ce ski sera utilisé par la majorité des skieurs amateurs et des champions, comme Henri Oreiller, premier champion olympique français de descente en 1948 à Saint-Moritz. Dès 1936, Émile Allais s'associe avec Abel Rossignol et signe le tout premier contrat de sponsoring entre une marque et un coureur. Cette collaboration concerne en premier lieu le suivi minutieux qu'il apporte à la fabrication de ses skis avec les menuisiers de l'atelier de Voiron. C'est sur ces skis qu'il remporte la médaille de bronze au JO de Garmisch en 1936 et le titre de champion du monde en 1937 à Chamonix. Voilà mes skis avec lesquels j'ai gagné les championnats du monde. Vous allez voir, c'est une vraie merveille. Regardez, c'est des bijoux. Et regardez la souplesse. Fantastique. Ces skis, ils ont été faits à la main. C'est un menuisier auquel je donnais des indications pour enlever un petit peu de bois, pour regagner encore un peu de souplesse. On les travaillait au millimètre. Et c'était... Regardez comme ils sont jolis. Regardez cette souplesse. Fantastique. J'en suis encore amoureux, ces skis. Vous ne trouvez pas qu'ils sont beaux ? En 1956, les premières difficultés apparaissent. Le textile est en crise. C'est la principale activité des établissements Rossignol. La fabrication de skis n'étant qu'une branche de la société. Émile Allais fait alors appel à un jeune exploitant de remontée mécanique de Courchevel, Laurent Boisvive. À Courchevel, naturellement, j'ai rencontré M. Bois, qui était un jeune homme. Et c'est avec lui que nous avons relancé Rossignol, qui était en ce moment en difficulté financière. Et lui, tout de suite, a marché. Il a dit, je vais trouver des associés et on va remonter la maison. C'était les années 50. J'étais à Courchevel, je participais au développement de la station. Émile Allais me dit,
Laurent, j'ai un problème à Voiron dans l'affaire des skis Rossignols. Est-ce que tu peux venir voir ce qui s'y passe? J'y viens, je regarde les comptes, je tombe sur un dossier d'un ski métallique, un ski, le Métallès, dont je perçois assez rapidement qu'il y a là la possibilité de construire quelque chose de solide pour le développement de cette société. D'un seul coup, cette construction s'installe, on développe le produit et on en fait quoi? On en fait le fameux ski Allez 60, le ski qui d'un seul coup se met à gagner toutes les descentes mondiales, y compris la plus importante de toutes en 1960, les Jeux olympiques de Squaw-Valley, et avec qui? Avec Jean Vuarnet, un Français, et avec qui? Un fabricant, un Français. C'est un succès fantastique. Et à l'arrivée, on voit surgir ce petit point, ces gens qui foncent vers l'arrivée. Les quelques Français qui sont là applaudissent. Jean arrive, il est passé l'arrivée. Honoré Bonnet déclenche le chronomètre et il lit le meilleur temps. Et Jean Vuarnet monta sur le podium. Le premier champion olympique français depuis Henri Oreiller en 1948. Alors une autre surprise là, je pense que vous le reconnaissez, l'Allée 60. Ah, oui. C'est vraiment l'internationalisation de la société. Oui. C'était une aventure extraordinaire. Oh, bah, tous les grands champions l'ont utilisé. Et puis les Guetchel encore en 64. Ouais. Je me souviens, on n'arrivait pas à en faire suffisamment, tout le monde en voulait. L'usine était trop petite. Trop petite, malheureusement. Mais elle a bien grandi. La demande est devenue à un tel niveau que je n'étais pas prêt industriellement pour répondre totalement à ce qui s'exprimait. Mais là, ça m'a appris ce qu'il fallait faire quand on était un industriel qui savait prévoir le futur, préparer la production quand on pressent qu'une demande va s'exprimer. Fort de ce succès, les techniciens de Rossignol mettent au point en 1966 un ski révolutionnaire sur lequel les skieurs français remportent 16 médailles aux championnats du monde de Portillo. Et ce ski qui nous a permis de devenir le numéro 1 mondial, ce ski avec lequel Jean-Claude a pu gagner les championnats du monde professionnels ainsi que Nancy Green, un Jean-Claude Killy qui n'était pas champion olympique sur nos propres skis, il était sur la concurrente, c'est le Strato. C'était pour nous, le Strato, un ski véritablement mythique qui a porté la production du groupe à plus de 1 million de paires, quelque chose qui ne s'était jamais vu dans l'histoire du ski, dans l'histoire mondiale du ski. Laurent Boisvive a su s'entourer de collaborateurs fidèles et compétents qui vont passer toute leur carrière chez Rossignol. Angèle Nocente, qui faisait partie des menuisiers du début, Michel Fugier et Roger Abondance. Ce sont eux les véritables inventeurs du Strato. Roger Abondance, c'est un de ceux qui a vraiment mis au point le Strato. Angèle l'a inventé, si je peux présenter les choses de cette façon-là. Je suis peut-être injuste avec quelques-uns, mais Roger Abondance en a fait le ski dont j'ai dit que c'était le ski de tous les coureurs. Et c'est là où j'ai composé des éléments que nous avons assemblés donc dans un moule fermé et polymérisé. C'est-à-dire que le produit sortait complètement terminé, techniquement complètement terminé, restait simplement donc la finition de ce produit à faire. Voilà. Mais ça a été le premier ski monobloc qui est sorti dans cette version-là. Alors ça, c'était la vraie conception du Strato. Pourquoi vraie conception? Tout simplement parce que ce ski présente une carte d'une seule longueur, alors qu'à l'époque, tous nos concurrents travaillaient sur des éléments courts, des éléments cassés ou des éléments vissés. Une protection supérieure qui est également l'ABS, avec bien sûr tous les incorporés, l'incorporé de spatule, protection de patule, protection de talon également. Voilà. Donc tous ces éléments étaient disposés dans un moule et le produit sortait donc du moule avec tout l'assemblage terminé. Michel Fugier est un bon exemple des possibilités de promotion interne au sein de la société. Je suis rentré chez Rossignol en 1957 comme ouvrier. À cette époque-là, je venais d'un petit pays à 17 km de Voiron et je venais en vélo. Et c'était, je pense, le bon temps. C'est dans cet atelier que j'ai fait mes débuts chez Rossignol. Et c'est exactement à cette place où était mon établi. L'on fabriquait 18 paires de skis par jour et nous étions payés au salaire de l'époque, c'est-à-dire environ 420, 430 francs par mois. Nous avions également la possibilité de faire 6 paires de plus, 6 paires en plus et qui nous étaient payées en prime. À cette époque-là, nous n'avions pas le temps
de faire des réunions dans la journée parce que nous étions trop pris par le travail des ateliers. On ne vivait que pour Rossignol. Rossignol, c'était notre vie, quoi. Laurent Boisvive va s'appuyer sur le succès du Strato pour transformer cette petite société artisanale en leader mondial du matériel de sport d'hiver. Lors du rachat en 1956, 8000 paires de skis sont fabriquées chaque année. 30 ans plus tard, 8000 paires sortent chaque jour des usines internationales du groupe. Le pool des fabricants de skis a été, je le reconnais, une idée que j'ai eue en mesurant combien les coureurs avaient des problèmes pour poursuivre leur entraînement. Avec 600 francs par mois, pendant 6 mois, les coureurs se sont décidés de rester dans la compétition. Charlot Beson, et bien sûr Adrien Duvillard, Jean Vuarnet et beaucoup d'autres. Des coureurs de grands talents, Péria, bien sûr, Ariel Guachel, n'oublions pas Christine, elle a fait aussi des belles victoires, sa sœur, puisqu'elles ont fait en 1964 le fameux doublé. Hein. Il y avait de très bons descendeurs, de très bons coureurs, on avait une équipe très forte à ce moment-là. Avec cette petite somme et des primes en cas de victoire, que j'ose pas citer tellement elles étaient modestes aujourd'hui, parce que ça deviendrait ridicule, ça leur suffisait pour rester dans la compétition, qui était leur passion, bien sûr. Je peux dire que oui, j'ai été gâté avec les coureurs, mais j'en avais fait quand même une option fondamentale de la société. Bon, Tomba, c'est vrai qu'il n'a pas été champion du monde junior, mais nous ne l'avons pas lâché. À l'âge de 12 ans, il était déjà avec nous, et à peine 16, 17, 18 ans, ça y est, il s'est confirmé comme l'un des plus grands, et il est devenu le plus grand. On n'a jamais eu un champion qui ait gagné 2 fois les Jeux olympiques de suite. C'est quand même un skieur d'exception et qui n'a jamais quitté nos skis. Voilà le globe de cristal qui est décerné chaque année au fabricant de skis qui a obtenu le meilleur classement dans l'hiver. Nous sommes 25 fabricants en compétition et depuis 7 hivers consécutifs, c'est Rossignol qui enlève le globe de cristal du classement général. En 1996, Rossignol est au sommet. Une grande fête est organisée pour célébrer les 40 ans de Laurent Boisvive à la tête de l'entreprise. Vous êtes vraiment les bienvenus, très gentil de venir nous voir. Entouré de tous ces champions qui ont contribué à la renommée de sa marque, il souffle les bougies du gâteau d'anniversaire géant. Le bonheur de Laurent fait plaisir à voir. Le marché du ski alpin, puisque c'est le marché principal, a connu son apogée en 86-87. À l'époque, en y ajoutant le ski de fond, ça représentait plus de 11 millions de paires vendues. Au début des années 2000, ce marché était pratiquement divisé par 2. Alors qu'entre-temps, on y avait ajouté des télémarques, c'était un renouveau, on y avait ajouté le snowboard. Donc ça veut dire que le marché avait perdu de la consistance, de l'importance, et rendait donc les conditions beaucoup plus difficiles pour les exploitants. Comme beaucoup de grands patrons, Laurent Boisvive ne vit que pour sa société et il n'envisage pas de la quitter. Je ne vois pas les choses se finir de cette façon-là. Il me semble que les choses ne s'arrêtent pas, elles ne s'arrêteront pas. Alors c'est faux, c'est archi faux, bien sûr. Enfin, je suis tellement impliqué dans cette affaire que toutes les personnes que je rencontre n'imaginent pas. Et moi, je n'imagine pas que c'est tout à fait arrêté demain. Ça. Mais en 2005, à 78 ans, Laurent Boisvive prend la décision de céder son entreprise à la société américaine Quicksilver. Les nouveaux dirigeants ferment l'usine de Saint-Étienne-de-Crossé et construisent un nouveau siège à Saint-Jean-de-Moirans. Dans ce contexte économique difficile, Rossignol a failli disparaître. La société va être sauvée par un ancien cadre dirigeant de la maison, Bruno Cerclé. Je suis passé une première fois chez Rossignol entre 2002 et 2005. Le groupe a été vendu à l'été 2005 par la famille Boisvive à l'entreprise américaine Quicksilver. Je suis sorti du groupe à ce moment-là et lorsque Quicksilver a décidé de revendre Rossignol en 2008,
je suis revenu avec des partenaires financiers américains et australiens pour racheter le groupe en novembre 2008. Il y avait deux atouts majeurs qui me faisaient penser que le redressement était possible. Premièrement, des marques extraordinaires. On a des marques, Rossignol, c'est juste ce qui a vraiment participé au développement de l'activité ski dans le monde, avec des précurseurs comme Abel Rossignol, mais Laurent Boisvif derrière, avec son copain Émile Allais. Donc ça a été vraiment le développement du ski. Et ça fait juste une centaine d'années que Rossignol fait des skis. On passe une période compliquée, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à redresser cette situation parce qu'il y a une vraie expertise à l'intérieur de cette entreprise. Bruno Cerclé met en place un plan de relance. Il passe notamment par la relocalisation en France de certaines productions faites en Asie afin de consolider l'usine de Sallanches et de valoriser le savoir-faire made in France. Une fois que l'on a décidé d'investir massivement à Sallanches, j'espère qu'on y sera pour de longues années et j'espère des dizaines d'années. Sallanches est un site exceptionnel en termes de production de ski, notamment parce qu'on a le Mont Blanc qui est juste au-dessus de nos têtes. Et ça donne un peu d'inspiration à tout le monde, quoi. Au JO d'Albertville, Alberto Tomba était la star de Rossignol. Aujourd'hui, c'est Martin Fourcade, quintuple champion olympique, qui est le premier ambassadeur de Rossignol et qui porte au plus haut les couleurs de la marque. C'est avec Rossignol que je les ai tous et toutes gagnés. Comme tous les enfants, j'ai eu plusieurs marques de ski quand j'étais tout petit. Ça va faire bientôt plus de 15 ans que je suis sur Rossignol. Moi, c'est une histoire qui dure. Et ensuite, j'ai été découvert par le service relève de Rossignol, le service junior. C'est vrai que c'est un système de détection qui est mis en place jeune, mais qui permet vraiment d'accompagner les athlètes et de leur fournir le meilleur matériel possible. Martin Fourcade, c'est que du bonheur pour nous d'avoir un athlète comme Martin. D'abord parce qu'il est sympa, il est très professionnel dans son approche et pour nous, d'avoir un athlète qui est bon, c'est bien, et avec lequel on puisse communiquer pour comprendre plus précisément ses besoins et qui nous permettent ensuite de prendre des décisions sur l'amélioration du matériel, ça c'est fantastique. Mais je crois qu'effectivement la collaboration avec Martin Fourcade nous a permis de progresser, de mettre sur le marché des produits de très très haut niveau. On travaille sans cesse sur le matériel pour avoir le meilleur matériel possible. Nous on teste au quotidien, il y a des petites améliorations par petites améliorations, des nouveaux produits. Et après, ces produits-là sont transmis et cette technologie-là est transmise au grand public. Si son cœur de métier reste l'équipement de sport d'hiver, le groupe Rossignol s'est aujourd'hui largement diversifié pour accompagner les consommateurs pratiquant la montagne tout au long de l'année, notamment à travers ses nouvelles activités, le vélo, le trail running et les vêtements. Des montagnes à la ville, telle est désormais l'ambition du groupe Rossignol, illustrée par le succès de ses collections sport chic.